Pourquoi certaines des plus brillantes esprits de l'histoire préféraient-ils la solitude? Qu'est-ce qui pousse les grands penseurs à éprouver du dégoût pour la vie sociale? Et l'isolement est-il une malédiction ou un privilège réservé aux intellectuellement supérieurs? Arthur Schopenhauer, l'un des philosophes les plus pessimistes et visionnaires du XIXe siècle, avait une réponse à ces questions, et elle n'était pas tendre envers la société. Pour lui, le monde était rempli de personnes superficielles, guidées par des impulsions mesquines, enfermées dans des conversations triviales et des distractions futiles. Le génie, par sa nature même, exigeait une prise de distance face à ce spectacle médiocre. Comme il l'écrivait lui-même, la solitude est le lot de tous les esprits exceptionnels. Mais avait-il raison? Ou bien ce mépris pour la vie sociale n'était-il qu'un symptôme d'une incapacité à se connecter aux autres? Pensez à de grandes figures comme Nikola Tesla, Emily Dickinson ou Isaac Newton, tous connus pour leur génie et, curieusement, pour leur isolement. Étaient-ils des exemples d'une intelligence qui transcende le commun ou simplement des âmes incomprises, condamnées à errer seules à travers le monde? Aujourd'hui, nous allons plonger dans les idées de Schopenhauer pour comprendre pourquoi les personnes intelligentes semblent se soucier moins de la vie sociale et si cela constitue réellement un avantage ou juste une forme sophistiquée d'aliénation. Maintenant que vous êtes en train de réfléchir à la question, passons au premier point. Imaginez un génie totalement absorbé par ses propres pensées, perdu dans des théories complexes pendant que le monde autour de lui suit son cours. Tandis que les autres discutent du temps qu'il fait, lui réfléchit au destin de l'humanité. Pendant que certains échangent sur des banalités, il cherche à comprendre la nature de l'existence. Et, inévitablement, il se retrouve isolé. Arthur Schopenhauer croyait que cet éloignement n'était pas un choix, mais une conséquence inévitable de la supériorité intellectuelle. Selon lui, plus une personne se distingue intellectuellement, plus il devient difficile de trouver des pairs à la hauteur pour partager des idées et des sentiments profonds. L'intelligence supérieure, dans sa vision, crée une barrière naturelle entre l'individu et la société, car les préoccupations et les intérêts de la majorité sont radicalement différents de ceux qui perçoivent le monde de manière plus vaste. Un homme ne peut être lui-même que lorsqu'il est seul. Et s'il n'aime pas la solitude, il n'aimera pas la liberté, car ce n'est que lorsqu'il est seul qu'il est réellement libre. Pour Schopenhauer, la solitude n'était pas seulement un fardeau, mais un refuge nécessaire. Il voyait la société comme un environnement où l'intellect était fréquemment étouffé par les attentes sociales et les intérêts triviaux de la majorité. Il observait que ceux qui étaient intellectuellement supérieurs ressentaient souvent un sentiment de décalage en essayant d'interagir avec le monde ordinaire, car ils voyaient au-delà de l'évident et comprenaient des réalités qui échappaient à la compréhension générale. Cet isolement peut être observé tout au long de l'histoire chez de nombreuses figures de génie. Nikola Tesla, par exemple, a passé une grande partie de sa vie seul, évitant autant que possible le contact humain, car il croyait que cela entraverait son travail. Friedrich Nietzsche, un autre penseur qui valorisait la solitude, affirmait que « la foule est une mer dans laquelle les esprits libres se noient, mais cet isolement a un prix. Le besoin de s'éloigner des conventions sociales peut engendrer un profond sentiment d'aliénation. » Schopenhauer reconnaissait ce dilemme et pensait que, bien que la solitude puisse être libératrice pour les grands penseurs, elle pouvait aussi être un fardeau pour l'âme. C'est pourquoi nombre des plus grands intellectuels de l'histoire ont traversé des périodes de dépression et d'anxiété, non pas parce qu'ils étaient faibles, mais parce qu'ils percevaient le monde d'une manière plus profonde que la plupart des gens ne pourraient jamais concevoir. Et alors surgit la grande question. Cet isolement est-il une malédiction ou une bénédiction? Pour Schopenhauer, la réponse était claire. Il croyait que les grands penseurs devaient accepter leur solitude comme un don, car ce n'est que dans le silence et à l'écart de la médiocrité sociale qu'ils pouvaient réellement atteindre leur plus grande réalisation. Schopenhauer ne considérait pas la vie sociale comme un espace d'échange authentique ou de véritable connexion, mais plutôt comme un grand théâtre où les individus jouaient des rôles préétablis, enfermés dans une mise en scène éternelle d'apparence et d'intérêts égoïstes. Selon lui, la société n'était rien d'autre qu'une scène où les gens agissaient les uns pour les autres, dissimulant leurs véritables intentions derrière des masques soigneusement façonnés. La sociabilité n'est, pour la plupart des gens, qu'un masque sous lequel ils cachent leur banalité. Cette vision pessimiste
était directement lié à son œuvre majeure, Le monde comme volonté et représentation, où il affirme que tout ce que nous percevons n'est qu'une projection de notre esprit. Pour lui, la vie sociale n'est qu'une illusion, un spectacle qui détourne les individus de la véritable connaissance d'eux-mêmes et de la nature du monde. Schopenhauer pensait que la plupart des gens étaient d'un prisonnier de préoccupations futiles, statut, commérage, petite lutte de pouvoir et quête de reconnaissance. L'être humain moyen, selon lui, était esclave de la volonté, une impulsion aveugle et irrationnelle qui gouverne nos actions et nous maintient enfermés dans un cycle incessant de désirs. La recherche de validation sociale n'était en fin de compte qu'un reflet de cette volonté incontrôlable, et c'est là que réside le problème. Tandis que la plupart des gens étaient engloutis dans cette routine superficielle, ceux qui possédaient un intellect plus aiguisé percevaient tout cela d'une manière presque cruelle. Pour eux, la société apparaissait comme un jeu vide où les interactions ne dépassaient que rarement la surface. Ce mépris pour la vie sociale n'était pas propre à Schopenhauer. D'autres grands penseurs ont également exprimé leur dédain pour la superficialité de la société. Nietzsche, par exemple, affirmait que les convictions sont des ennemies plus dangereuses de la vérité que les mensonges, soulignant ainsi la manière dont les gens préfèrent s'accrocher à des illusions plutôt que d'affronter la réalité avec honnêteté. Ce conflit entre la quête de la connaissance et les exigences de la vie sociale créait un fossé infranchissable entre les esprits les plus brillants et le reste de l'humanité. Le résultat ? L'isolement intellectuel devenait inévitable. Mais il y a un effet secondaire. Une solitude prolongée peut mener au désenchantement, à l'apathie et même au mépris du monde extérieur. Schopenhauer en était conscient et avertissait que, pour ceux qui voyaient au-delà de l'illusion sociale, la seule alternative était d'accepter cette réalité et d'apprendre à vivre avec. Mais comment cet isolement se manifeste-t-il au quotidien ? Pourquoi les individus intellectuellement supérieurs se sentent-ils souvent frustrés dans leurs interactions sociales ? Dans le prochain sujet, nous explorerons le choc entre le génie et la médiocrité et comment il éloigne les grands penseurs de la vie ordinaire. Schopenhauer ne mâchait pas ses mots lorsqu'il décrivait sa vision de l'humanité. Pour lui, la plupart des gens étaient guidés par des intérêts superficiels et égoïstes, sans aucune inclination pour la contemplation ou la pensée profonde. Cela créait un gouffre inévitable entre ceux dotés d'une intelligence élevée et la grande masse, qu'ils considéraient comme distraite par des trivialités et des futilités. La médiocrité ne reconnaît généralement qu'elle-même. Le génie, en revanche, perçoit la médiocrité, mais se retrouve seul. Cet isolement intellectuel survient parce que le penseur est, par nature, une personne qui cherche à comprendre le monde en profondeur, tandis que la majorité est préoccupée par des banalités, comme le statut social, les commérages ou le divertissement éphémère. Le génie tente de percer les mystères de l'existence, et lorsqu'il essaie de partager ses idées, il se heurte souvent à l'indifférence ou à l'incompréhension. Cela explique pourquoi tant de grands penseurs ont été frustrés par la société. Schopenhauer lui-même méprisait la compagnie des gens ordinaires, car il croyait que la médiocrité de la majorité étouffait le génie des rares esprits supérieurs. Cette pensée trouve un écho dans la célèbre affirmation de Voltaire. Le secret pour ennuyer les gens est de tout leur dire. Le problème ne réside pas seulement dans la difficulté de communication, mais aussi dans la divergence des intérêts. Le génie cherche des vérités universelles, tandis que la majorité recherche le plaisir et la distraction. Ce conflit est inévitable. Pour Schopenhauer, cet écart intellectuel rendait la vie en société pesante pour ceux qui possédaient un esprit supérieur. On retrouve cette dynamique chez de nombreuses figures historiques. Nikola Tesla, par exemple, évitait les événements sociaux et les interactions futiles, les considérant comme une perte de temps. Isaac Newton était connu pour son isolement et son impatience face aux conversations banales. Même Albert Einstein, l'un des scientifiques les plus célèbres de l'histoire, avouait qu'il préférait la solitude à la compagnie de ceux qui ne partageaient pas son intérêt pour les idées profondes. Mais cet éloignement de la société ne résulte pas uniquement d'un choix du génie. Bien souvent, c'est la société elle-même qui rejette ceux qui pensent différemment. La pensée innovante et hors du commun provoque fréquemment malaise et résistance. Nietzsche appelait cela le ressentiment de la médiocrité. Cette tendance des gens ordinaires à mépriser et attaquer ce qu'ils ne comprennent pas ou qui les fait se sentir inférieurs. Ainsi,
Le génie ne s'éloigne pas seulement de son propre gré, mais il est aussi rejeté par l'hostilité du monde qui l'entoure. Cette solitude forcée peut engendrer des sentiments d'aliénation et même un mépris pour la vie en société. Face à cela, une question fondamentale se pose. Si le monde est un endroit hostile aux grands penseurs, comment doivent-ils faire face à cette réalité? Schopenhauer croyait qu'il existait une solution, et celle-ci ne résidait pas dans la tentative de s'intégrer à la société, mais plutôt dans l'acceptation et le développement de la solitude comme un refuge pour la pensée et la contemplation. La solitude est-elle un destin ou un choix? Pour Schopenhauer, c'était les deux. Il considérait la réclusion comme une conséquence inévitable de l'intelligence supérieure, mais aussi comme une opportunité de croissance intellectuelle et spirituelle. L'homme ordinaire ne peut pas supporter la solitude, car il ne se sent bien qu'en compagnie des autres. L'homme élevé recherche la solitude, car c'est en elle qu'il se trouve lui-même. Cette vision nous amène à un point essentiel. La solitude n'est pas une punition, mais un privilège. Elle offre aux penseurs la possibilité de plonger dans ses propres idées sans distraction, sans avoir à se conformer aux conventions sociales vides qui dominent le quotidien. C'est dans cet espace silencieux que la créativité s'épanouit et que la compréhension s'approfondit. Beaucoup des plus grands penseurs, scientifiques et artistes de l'histoire ont fait de la solitude leur compagne inséparable. Emily Dickinson a passé la majeure partie de sa vie isolée chez elle, se consacrant exclusivement à l'écriture. Kant était connu pour sa routine méticuleuse et son mépris des événements sociaux. Beethoven, face à sa surdité progressive, a trouvé dans la réclusion la force de composer certaines des symphonies les plus puissantes de l'histoire. La solitude ne permet pas seulement un approfondissement de la pensée, elle préserve aussi l'authenticité du génie. Schopenhauer croyait qu'en s'impliquant trop dans la société, l'esprit brillant risquait de se perdre dans les distractions et de compromettre sa clarté de vision. Cette perspective résonne profondément avec le concept bouddhiste du détachement. Le bouddhisme, l'une des grandes influences philosophiques de Schopenhauer, enseigne que l'attachement au monde extérieur et aux interactions sociales engendre souvent de la souffrance. La véritable croissance se produit dans l'introspection et l'éloignement des illusions du monde matériel. Cependant, il existe un dilemme dans ce choix. L'être humain est, par nature, un animal social. La quête d'appartenance fait partie de notre biologie et une solitude prolongée peut engendrer de l'angoisse et de la mélancolie. Même les plus grands penseurs, aussi attachés qu'ils aient été à la réclusion, ont souffert du manque de connexion significative. Nietzsche, par exemple, qui considérait lui aussi la solitude comme un chemin vers la grandeur, admettait qu'elle pouvait être douloureuse. Dans Ainsi parlait Zarathustra, il décrit le philosophe comme un ermite qui descend de la montagne pour partager sa sagesse, mais qui se heurte au rejet et à l'incompréhension. Ce dilemme est bien réel. S'éloigner de la société apporte la liberté, mais aussi un poids existentiel difficile à porter. Schopenhauer, cependant, avait une solution à ce problème. Il croyait que, bien que le génie ne puisse jamais s'intégrer totalement à la société, il existait une manière d'interagir avec le monde sans se laisser affecter par sa médiocrité, l'adoption d'un détachement philosophique, une forme de neutralité émotionnelle permettant de côtoyer les autres sans trop s'impliquer. Et cette stratégie nous mène à la question finale. Comment naviguer dans le monde sans être englouti par sa superficialité? Si avoir un esprit brillant signifie finir seul, alors comment les grands penseurs parviennent-ils à vivre en société sans se sentir étouffés par tant de superficialité? Schopenhauer avait une réponse à cela, la stratégie du détachement, ou plutôt le bon vieux détachement philosophique. Le bonheur appartient à ceux qui sont autosuffisants. Pour lui, le secret ne résidait pas dans le fait d'essayer de s'intégrer ou de se battre pour changer les autres, mais plutôt dans le développement d'une attitude de détachement serein, comme un observateur qui analyse la réalité sans se laisser affecter par elle. Schopenhauer suggérait qu'au lieu de lutter contre la médiocrité du monde, le penseur devait apprendre à l'affronter avec la même attitude qu'un scientifique face à une expérience, avec curiosité, mais sans implication émotionnelle. Cela signifie accepter la banalité de la vie sociale sans s'en irriter, comprendre les limites intellectuelles de la majorité sans en être frustré et préserver son indépendance mentale sans ressentir le besoin d'une validation externe. Cette stratégie est similaire à l'approche des stoïciens, qui prônaient le contrôle des émotions face aux adversités. Marc Aurèle, l'un des plus grands représentants du stoïcisme,
écrivait dans ses pensées pour moi-même. Offre-toi ce cadeau, celui de l'indifférence face à ce qui échappe à ton contrôle. Le monde sera toujours un lieu rempli de distractions futiles et de conversations creuses. Mais c'est à l'individu de décider quelle part de tout cela mérite son attention. Le penseur ne doit pas s'isoler complètement de la société, mais interagir avec elle de manière stratégique, absorber seulement ce qui est utile et rejeter ce qui est insignifiant. Bien qu'il n'ait eu que très peu de patience pour la société, Schopenhauer ne pensait pas que l'isolement total était la solution. Il savait que même les grands penseurs avaient besoin d'un minimum de contact humain, que ce soit pour échanger des idées ou simplement pour ne pas sombrer dans une solitude absolue. Le secret, selon lui, était de bien choisir avec qui se connecter et de limiter les interactions au strict nécessaire, juste assez pour survivre dans ce monde sans en perdre la raison. Cette philosophie peut encore être appliquée aujourd'hui, dans un monde rempli de distractions numériques, de fake news et de relations superficielles. Savoir filtrer les informations et les interactions est essentiel. L'intelligence ne réside pas seulement dans la compréhension du monde, mais aussi dans la capacité à y naviguer sans s'y perdre. Schopenhauer nous enseigne que plutôt que de regretter le manque de connexion avec la majorité des gens, nous devrions le voir comme un signe de notre liberté intellectuelle. Après tout, la solitude peut être un fardeau, mais elle est aussi un privilège, une opportunité d'explorer ses propres pensées sans interférence extérieure. Et maintenant, la question se pose, préférez-vous vous adapter au monde ou l'accepter tel qu'il est et préserver votre liberté intellectuelle? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez probablement déjà compris que la relation entre intelligence et isolement n'est pas qu'un simple caprice du destin, mais une conséquence naturelle d'une pensée profonde. Schopenhauer nous a montré que les grands esprits trouvent souvent plus de réconfort dans la solitude que dans la compagnie de la foule, non par arrogance, mais parce que la superficialité des interactions sociales peut être épuisante pour ceux qui voient au-delà des apparences. Plus un homme est intelligent, plus il est enclin à la solitude. Mais cela signifie-t-il que la solitude est la seule voie possible? Pas nécessairement. Le secret réside dans la compréhension que la solitude ne doit pas être perçue comme une punition, mais comme un refuge. Être seul ne signifie pas être abandonné. Cela signifie avoir du temps pour penser, réfléchir et grandir sans les distractions et les pressions de la société. Et peut-être que c'est là le véritable test de l'intelligence. Savoir trouver l'équilibre entre le monde et l'introspection, choisir quand se connecter et quand prendre du recul. Schopenhauer nous donne la clé de cette liberté, mais c'est à chacun de décider comment l'utiliser. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je suis sûr qu'à un moment donné, vous avez ressenti ce curieux mélange de liberté et d'isolement que Schopenhauer décrit. L'intelligence peut être un refuge, mais aussi une prison, n'est-ce pas? Mais vous voulez savoir? Il y a quelque chose de profondément libérateur dans le fait d'accepter que tous les silences n'ont pas besoin d'être comblés, que toutes les connexions ne valent pas l'effort. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage, même si le chemin peut sembler solitaire. Après tout, comme le disait le vieux Arthur, la solitude n'est pas le problème. Le problème, c'est la mauvaise compagnie. Je me souviens d'une fois où, après des heures perdues dans un livre, je me suis surpris à fixer le mur, réfléchissant à une idée grandiose, jusqu'à ce que quelqu'un interrompe mon moment philosophique pour me demander si j'avais vu le dernier feuilleton ou si je connaissais le dernier potin du moment. C'est à cet instant que j'ai compris. Vouloir des conversations plus profondes, ce n'est pas de l'arrogance, c'est un besoin. Si vous avez déjà vécu cela, vous savez à quel point il est frustrant d'avoir l'impression de parler une autre langue, comme si votre esprit naviguait en pleine mer pendant que les autres s'amusent dans une flaque d'eau. Mais vous voulez savoir, il y a un avantage à cela. Vous n'avez pas besoin de vous perdre dans le bruit. Vous avez le privilège de choisir votre solitude. Maintenant, parlons sérieusement. Si vous avez aimé cette vidéo, vous savez quoi faire. Laissez un like, commentez juste en dessous et abonnez-vous à la chaîne. Ou alors, vous pouvez tout simplement ignorer tout ça et retourner à cette conversation passionnante sur la météo et la dernière tendance TikTok. Mais soyons honnêtes, si vous êtes resté jusqu'ici, c'est que vous méritez des débats un peu plus stimulants, non? Et si vous pensez que cette vidéo vous a fait réfléchir, attendez de voir ce que j'ai préparé pour vous juste à côté. 2 vidéos qui vont vous rendre encore plus perplexe, dans le bon sens, bien sûr. Mais je vous préviens, après les avoir regardées,
vous ne verrez peut-être plus jamais le monde de la même façon.